Étude du jour. 6 Tammuz à 1785, commandement positif numéro 124. Il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de laisser aux pauvres ce qui reste et ce qui est tombé des grappes de raisin au moment de la vendange, et que l'on appelle pérette. Ainsi qu'il est dit, tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne, abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Les dispositions relatives à ce commandement ont été expliquées dans le traité PA, et ce commandement n'est applicable selon la Torah que dans le pays d'Israël. Commandement négatif numéro 213, il est interdit de recueillir les grains tombés de la vigne lors de la vendange. Au contraire, il faut les laisser aux pauvres, ainsi qu'il est dit. Et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Il s'agit également d'un interdit juste à poser, un commandement positif, et les dispositions relatives sont expliquées dans le traité PA. Commandement positif numéro 122, il s'agit du commandement qui nous a été enjoint de laisser la gerbe oubliée, ainsi qu'il est dit. Et si tu as oublié dans ce champ une javel, ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin ou la veuve. Lorsqu'il est dit qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve, il s'agit de l'ordre de la laisser, et c'est un commandement positif, de même que pour la glanure ou le coin du champ. Le verset « Tu les abandonneras » constitue un commandement positif, ainsi que nous l'avons expliqué. Ce commandement également, selon la Torah, ne se pratique qu'en Israël. Commandement négatif numéro 214. C'est l'interdiction qui nous a été faite de prendre la gerbe oubliée, énoncée dans la Torah en ces termes. Et si tu as oublié dans ce champ une javel, ne retourne pas la prendre. Cette règle de ne pas prendre s'applique également à tous les produits oubliés, aussi bien du sol que de l'arbre. Là encore, il s'agit d'un interdit juste à poser à un commandement positif. Ce dernier consistant en ce que celui qui passe outre et prend une gerbe oubliée est tenu de la restituer aux pauvres, conformément à cet autre texte, qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Les dispositions relatives à ce commandement sont expliquées dans le traité PA. Sache que nos sages ont adopté le principe suivant. Quand quelqu'un transgresse un interdit juste à poser à un commandement positif, il n'est pas passible de la bastonnade s'il exécute le commandement positif, tandis que, dans le cas contraire, on lui fait subir la sanction. Dans l'exemple du coin, au cas où le propriétaire du champ moissonne entièrement ce qui a été semé, on ne lui inflige pas immédiatement la bastonnade, car il peut encore postérieurement donner aux pauvres une portion de la moisson correspondant à un coin de manière similaire dans l'hypothèse où il a moulu les grains et fabriqué de la pâte. On peut prélever de cette dernière la portion correspondante au coin. En revanche, s'il advient que les grains sont complètement perdus et brûlés, particulièrement au cas où le propriétaire cause leur disparition de sa propre main, par exemple en les mangeant, il est passible de la bastonnade car il n'a pas exécuté le commandement positif juste à poser. Ne pense pas que dans le texte de la Guémara de Makot, nous n'avons que ce cas et encore un autre, ou encore un autre, est considéré communément comme désignant le coin, que la règle précitée relative à un interdit juste à poser et à un commandement positif ne s'applique qu'au coin. Il n'en va pas ainsi. En réalité, l'expression encore un autre désigne le coin, ainsi que tous les cas qui lui sont similaires, car chacune des prohibitions relatives aux grains tombés de la vigne, à la glanure, à la gerbe oubliée et aux grains isolés de la vigne constitue un commandement négatif juste à poser à une action positive et comporte la possibilité, comme pour le coin, d'exécuter ou non le commandement positif juste à poser, et de fait, disparaître ou non l'objet de ce commandement. C'est du verset suivant de la Torah que nous apprenons que le coin constituait un commandement négatif juste à poser à une injonction positive. Abandonne-le aux pauvres et à l'étranger. Ce texte s'applique au coin, à la glanure ainsi qu'aux grains tombés et isolés de la vigne, puisqu'il est écrit peu avant ce verset. Tu n'achèteras pas de moissonner le coin de ton champ. Et tu ne ramasseras pas la glanure de ta moisson. Tu ne grappilleras pas dans ta vigne et tu ne recueilleras point les grains épars de ta vigne. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. En outre, on trouve le passage suivant à propos de la gerbe oubliée. Ne retourne pas la prendre, mais qu'elle reste pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Puisque la Guémara nous enseigne que le coin constitue un interdit juste à poser à un commandement positif, ce qu'elle déduit du texte applicable également aux 4 autres commandements précités. Abandonne-les aux pauvres et à l'étranger. Il en découle que ces 5 prohibitions sont chacune un interdit juste à poser à un commandement négatif, de telle sorte que tant que celui qui les transgresse exécute le commandement positif juste à poser, il n'est pas passible de la bastonnade comme nous l'avons mentionné, tandis qu'il encourt cette sanction dès qu'il se trouve dans l'impossibilité de l'exécuter. En revanche, aussi longtemps qu'il en a la faculté, bien qu'il ne l'ait pas encore exécuté, il est exempt de cette peine et on lui enjoint simplement de l'accomplir. C'est seulement lorsque nous apprenons qu'il a violé l'interdit et qu'il n'a plus aucune possibilité d'exécuter l'injonction positive, qu'il devient passible de la bastonnade. Il te faut connaître et comprendre cette règle.
Si Tammuz à 1785, Sefer Zeraïm, loi relative aux dons pour les pauvres, chapitre 5. Une gerbe que les employés ont oubliée, mais que le propriétaire du champ n'a pas oubliée. Ou si le propriétaire l'a oubliée, mais non les employés. Ou si les uns et les autres, les employés comme le propriétaire, l'ont oubliée, mais il y avait des passants qui l'ont vue au moment où ils l'ont oubliée. Elle, la gerbe, n'est pas considérée comme oubliée jusqu'à ce que tout le monde l'oublie. Et même une gerbe enfuie. Si elle est oubliée, elle est considérée comme oubliée. Si le propriétaire du champ se trouvait en ville et qu'il a dit « Je sais que les employés ont oublié une gerbe à tel endroit » et qu'il, le propriétaire, l'a oubliée par la suite, elle est considérée comme oubliée. Mais si le propriétaire s'est exprimé de la sorte alors qu'il se trouvait dans le champ et qu'il l'a par la suite oubliée, elle n'est pas considérée comme oubliée, car la gerbe, qui est déjà oubliée au moment de la moisson dans le champ qui est considéré comme oublié. Par contre, lorsque le propriétaire se trouve en ville, même s'il s'en souvient au moment de la moisson, puis l'oublie, elle, la gerbe, est considérée comme oubliée. Ainsi qu'il est dit, si tu as oublié dans ce champ une gerbe. Mais non, le principe selon lequel seul ce qui est oublié avant la moisson est considéré comme oublié, mais non ce qui est oublié par la suite s'applique lorsque le propriétaire se trouve dans le champ, mais non lorsqu'il se trouve en ville. Si des pauvres se sont tenus devant la gerbe de sorte que le propriétaire et les employés l'oublient ou l'ont recouvert de paille et qu'il, le propriétaire, se souvient de la paille, c'est-à-dire qu'il oublie la gerbe par le seul effet de la paille. S'il l'a prise pour la mener en ville, l'a déposée dans le champ et l'a oubliée, elle n'est pas considérée comme oubliée. Par contre, s'il l'a déplacée d'un endroit à un autre, bien qu'il l'ait déposée à proximité d'une porte découverte, d'un tas de gerbes ou du lieu de repos du troupeau ou d'ustensiles nécessaires au labourage, et l'a oubliée, elle est considérée comme oubliée. S'il a pris une gerbe pour l'emmener en ville et l'a déposée à côté d'une autre, et a oublié les deux, s'il se souvient de la gerbe supérieure avant de la trouver, celle qui est en dessous n'est pas considérée comme oubliée. Et sinon, celle qui est en dessous est considérée comme oubliée. Si ces gerbes sont emportées par un puissant vent dans le champ de son voisin, et qu'il lui oublie une gerbe, elle n'est pas considérée comme oubliée. Comme il est dit, ta moisson dans ton champ. Par contre, s'il répand les gerbes dans son champ et les oublie, cela est considéré comme oublié. Celui qui prend la première gerbe, la seconde, la troisième et oublie la quatrième. S'il en a 6, la quatrième n'est pas considérée comme oubliée avant qu'il prenne la cinquième. Et s'il n'en a que 5, dès lors qu'il passe la quatrième et attend suffisamment de temps pour prendre la cinquième, la quatrième est considérée comme oubliée. S'il a 2 gerbes emmêlées et qu'il en oublie une, elle n'est pas considérée comme oubliée jusqu'à ce qu'il prenne tout ce qu'il a autour. Pour la rhum, l'ail et les oignons est ce qui est semblable. Même s'ils sont enfuis dans la terre, la loi de l'oubli y est appliquée. Dans les cas suivants, celui qui moissonne la nuit et oublie de la récolte sur pied, ou qui amasse des gerbes la nuit et oublie une gerbe, et de même, un aveugle qui oublie de la récolte sur pied ou une gerbe le jour ou la nuit. La loi de l'oubli est appliquée. Et si l'aveugle ou celui qui moissonne la nuit a l'intention de prendre les grosses gerbes, la loi de l'oubli n'est pas appliquée même aux petites gerbes. Et quiconque déclare « Je moissonne à condition de prendre ce que j'oublierai ». La loi de l'oubli est appliquée et sa condition est nulle, car celui qui formule une condition sur annulant une loi qui est écrite dans la Torah, sa condition est annulée. Dans les cas suivants, de la récolte qui a été moissonnée avant d'être arrivée à maturité pour servir de nourriture aux animaux, et de même si on a moissonné en petites bottes et qu'on n'en a pas fait de gerbes normales, et de même l'ail et les oignons que l'on a coupés en petites bottes pour vendre au marché et on n'en a pas fait des gerbes pour engranger. La loi de l'oubli ne s'applique pas. Celui qui commence à moissonner de l'extrémité de la rangée oublie une gerbe devant lui et derrière lui. Ce qui est derrière lui est considéré comme oublié. Et ce qui est devant lui n'est pas considéré comme oublié. Comme il est dit, tu ne retourneras pas la prendre. Elle, la gerbe, n'est considérée comme oubliée que s'il passe et la laisse derrière lui. Telle est la règle générale pour tout ce qui est concerné par l'interdiction. Ne retourne pas. La loi de l'oubli s'applique et pour tout ce qui n'est pas concerné par l'interdiction. Ne retourne pas. La loi de l'oubli ne s'applique pas. Si 2 personnes commencent à moissonner à partir du milieu d'une rangée, l'une vers le nord, l'autre vers le sud, et qu'elle oublie des gerbes derrière elle et devant elle, les gerbes qui est devant elle est considéré comme oublié, parce que ce qui est devant, l'un est derrière l'autre. Le principe, tu ne reviendras pas, ça applique donc pour l'une d'elles. Et si elle oublie une gerbe, autre version de la récolte sur pied, à l'endroit où à partir duquel elle commence sa moisson, celle-ci, n'est pas considérée comme oubliée parce qu'elle est située au milieu des rangées est-ouest. Et celle-ci indique qu'elle
La récolte n'est pas considérée comme oubliée. Et de même, pour des rangées de gerbes que l'on déplace pour en granger, si deux personnes commencent au milieu d'une rangée et oublient une gerbe au milieu derrière elle, cette gerbe n'est pas considérée comme oubliée parce qu'elle se trouve au milieu d'une rangée est-ouest dont ces personnes ne sont pas encore préoccupées et cette rangée indique cette gerbe n'est pas considérée comme oubliée. Celui qui moissonne et entasse les gerbes et déplace celle-ci à un autre endroit, puis à un troisième endroit, puis à la grange. S'il oublie une gerbe alors qu'il déplace les gerbes d'un endroit à un autre, la règle suivante est appliquée. S'il oublie en amenant les gerbes à un endroit où il a achevé le traitement des gerbes, la loi de l'oubli s'applique. Et lorsqu'il emmène les gerbes de l'endroit où se termine leur traitement à la grange, la loi de l'oubli ne s'applique pas. Et s'il oublie en gerbe en amenant les gerbes à un endroit où le traitement des gerbes n'est pas achevé, la loi de l'oubli ne s'applique pas. Et lorsqu'il amène les gerbes d'un endroit où le traitement des gerbes n'est pas achevé à la grange, la loi de l'oubli s'applique. Qu'est-ce qui est défini comme endroit où est achevé le traitement des gerbes? C'est l'endroit où l'on rassemble toutes les gerbes pour les battre, ou les amener à l'endroit de la meule, qui est la grange. Et l'endroit où le traitement n'est pas achevé est l'endroit où l'on rassemble les gerbes afin d'en faire des grandes gerbes pour les amener à un autre endroit. Deux petites liasses séparées l'une de l'autre oubliées sont considérées comme oubliées, et trois ne sont pas considérées comme oubliées. Deux gerbes séparées l'une de l'autre oubliées sont considérées comme oubliées, et trois gerbes ne sont pas considérées comme oubliées. Deux tas d'olives et de caroubes séparés l'un de l'autre, oubliés, sont considérés comme oubliés. Trois tas ne sont pas considérés comme oubliés. Deux tiges de lin oubliées sont considérées comme oubliées. Et trois tiges de lin oubliées ne sont pas considérées comme oubliées. Deux vignes oubliées, et de même pour les autres arbres. Deux arbres séparés l'un de l'autre, oubliés, sont considérés comme oubliés. Trois vignes ou arbres ne sont pas considérés comme oubliés, ainsi qu'il est dit. Aux pauvres et à l'étranger, tu les abandonneras. Ce qui signifie que même s'il y en a là deux, un pour le pauvre et un pour l'étranger. Si toutes les gerbes contiennent un cave de céréales, et qu'une gerbe contient 4 caves, et que le moissonneur l'oublie, elle est considérée comme oubliée. Si elle a plus de 4 caves, elle n'est pas considérée comme oubliée. Et de même, si toutes les gerbes contiennent 2 caves, et qu'une contient plus de 8 caves, elle n'est pas considérée comme oubliée. S'il oublie une gerbe qui contient plus de 2 CA, de céréales, elle n'est pas considérée comme oubliée, comme il est dit. Et tu n'oublieras une gerbe dans le champ, c'est-à-dire une gerbe et non une meule. Une quantité de 2 CA représente le volume d'une meule. Cela s'applique même si toutes les gerbes contiennent 2 CA, aucune d'elles ne peut être considérée comme oubliée car chacune représente une meule. S'il oublie 2 gerbes, bien que toutes deux comprennent 2 CA, elles sont considérées comme oubliées. Et de même, il me semble que dans ce cas, elles sont considérées comme oubliées même si elles ont un volume supérieur à 2 CA. Si une quantité de 2 CA de la récolte sur pied est oubliée, elle n'est pas considérée comme oubliée. Si la récolte oubliée comprend moins de 2 CA, on considère les épis menus comme s'ils étaient gros et longs et ceux qui sont desséchés comme s'ils étaient pleins. Et si cette récolte aurait pu, selon ce compte, avoir un volume de 2 CA et qu'il l'a oublié, elle n'est pas considérée comme oubliée. S'il oublie un CA de récolte arraché et un CA de récolte qui n'est pas arraché, les 2 CA ne s'associent pas pour constituer un volume de 2 CA et ne pas être considérés comme oubliés. Et sont tous les deux considérés comme oubliés. Et de même, pour l'ail, les oignons et les fruits de l'arbre. Si on en oublie une partie dans la terre et une partie qui est arrachée et que les deux comprennent ensemble 2 CA, elles ne s'associent pas, mais les deux sont considérés comme oubliés. Celui qui oublie une gerbe à côté de la récolte sur pied qui n'est pas oubliée. La gerbe n'est pas non plus considérée comme oubliée comme il est dit, quand tu moissonneras. Et que tu oublieras une gerbe. Une gerbe qui est entourée de récoltes moissonnées, qui n'est pas oubliée, est considérée comme oubliée. Par contre, une gerbe oubliée entourée de récoltes sur pied n'est pas considérée comme oubliée. Et de même, s'il oublie une partie de la récolte sur pied à côté d'une partie de la récolte sur pied qui n'est pas oubliée, même s'il n'y a qu'une seule tige, celle-ci est exempte de la loi de l'oubli, celle qui est oubliée, sera permis de la prendre. Par contre, s'il oublie une gerbe ou de la récolte sur pied à côté d'une gerbe qui n'est pas oubliée, même si cette gerbe qui n'est pas oubliée a un volume de 2 CA et a le statut d'une meule, cette dite gerbe n'exempte pas la gerbe ou la récolte sur pied oubliée de la loi de l'oubli, et c'est la gerbe ou la récolte sur pied qui est oubliée ou appartient aux pauvres. De même, la récolte sur pied d'un voisin n'exempte pas sa propre gerbe de la loi de l'oubli. Et des épis d'orge n'exemptent pas une gerbe de blé de la loi de l'oubli. Il faut que la récolte sur pied soit de la même espèce que la gerbe oubliée pour que celle-ci échappe à la loi de l'oubli.
Celui qui oublie un arbre parmi d'autres, même s'il a plusieurs CA de fruits, ou qu'il oublie 2 arbres, ceux-ci, sont considérés comme oubliés. S'il y en a 3, ils ne sont pas considérés comme oubliés. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Pour un arbre qui n'est pas connu pour son emplacement, par exemple s'il se trouve à côté d'un pressoir ou à côté d'une brèche, ni pour sa production, c'est-à-dire qu'il produit beaucoup d'olives, ni pour son nom, par exemple s'il a un nom connu, comme le meilleur des oliviers parce qu'il donne le plus d'huile, ou le choconi, le verseur, qui produit beaucoup d'huile, ou le béchani, l'humble, arbre dont les olives ne produisent pas beaucoup d'huile. Mais s'il a l'une des 3 caractéristiques précédemment citées, il n'est pas considéré comme oublié, comme il est dit. Et tu oublieras une gerbe dans le champ. Le verset fait référence à une gerbe que l'on oublie à jamais, et dont on ne peut se souvenir que si l'on revient et qu'on la trouve. Cela exclut ce dont on se souvient après un certain temps, même si on ne le trouve pas parce qu'il est connu. S'il était bien défini dans son esprit, il est considéré comme connu. S'il est situé à côté d'un palmier, le palmier le rend bien défini dans sa pensée du fait de son emplacement. C'est fait à paragraphe précédent. Si les 2 arbres oubliés sont des oliviers de Nétopha, l'un rend l'autre défini dans sa pensée et ils ne sont pas considérés comme oubliés. Si tout son champ est composé d'oliviers de Nétopha et qu'il en oublie 1 ou 2, la loi de l'oubli s'applique. Dans quel cas ce que nous avons dit concernant l'arbre qui est connu s'applique-t-il? S'il n'a pas commencé par cet arbre connu, par contre, s'il a commencé par celui-ci, et on a oublié une partie, elle est considérée comme oubliée bien qu'elle soit connue à condition qu'il reste au moins de 2 CA. Par contre, s'il reste un volume équivalent à 2 CA, cela n'est pas considéré comme oublié à moins qu'il oublie tout l'arbre, comme nous l'avons expliqué. Un olivier situé seul au milieu de rangées d'oliviers et 3 rangées d'oliviers l'entourent de ses 3 côtés. Bien qu'il n'y ait que 2 oliviers dans chaque rangée, s'il oublie celui de l'olivier du milieu, il n'est pas considéré comme oublié parce que les rangées le cachent. Et pourquoi les sages ont-ils seulement parlé d'olivier? Parce qu'il était important à cette époque en Israël. Qu'est-ce qui est considéré comme oublié pour une treille? Tout ce vigne qu'on a laissé est oublié de telle sorte qu'on ne peut pas la prendre en tendant la main. Et pour un vignoble, la loi de l'oubli s'applique lorsqu'on passe devant une ou plusieurs vignes et qu'on les oublie pour un. Et un palmier, la loi de l'oubli s'applique dès lors qu'on en descend. Et pour tous les autres arbres, dès qu'on s'en détourne et qu'on les quitte. Dans quel cas cela s'applique-t-il? Si l'on n'a pas commencé par cet arbre ou cette vigne, mais si l'on a commencé par celui-ci et qu'on l'a oublié, il n'est pas considéré comme oublié avant que l'on ait cueilli tout ce qu'il y a autour. Celui qui renonce à son droit de propriété sur sa vigne vient tôt le matin, l'acquiert pour lui-même, et la vendange est estreint à donner aux pauvres les grains épars, les petites grappes, ce qui est oublié, et le coin de vignoble, car il est dit, ton champ est ta vigne, parce que cela était sa vigne et cela est maintenant de nouveau sa vigne. Par contre, s'il acquiert un champ dont une autre personne a renoncé au droit de propriété, il est exempt de tous les dons. Et quel que soit le cas qui acquiert le champ dont il a lui-même renoncé au droit de propriété ou dont une autre personne a renoncé au droit de propriété. Il est exempt des dîmes, comme cela sera expliqué. Sefer Ezraïm, loi relative aux dons pour les pauvres, chapitre 6. Il existe un 6e don dû aux pauvres dans les semences de la terre d'Israël, qui est la dîme que l'on donne aux pauvres, qui est appelée la dîme des pauvres. Tel est l'ordre des dons de Teruma et des dîmes. Après avoir moissonné les semences de la terre ou amassé les fruits de l'arbre et fini le traitement, on en prélève le 50e, et ceci est appelé la grande Teruma. On la donne au Kohen. À ce propos, il est dit dans la Torah, les prémices de ton blé, de ton vin et de ton huile. Puis, on prélève un 10e de ce qui reste, et ceci est appelé la première dîme. On la donne aux Lévis. À ce sujet, il est dit à la Torah, car la dîme des enfants d'Israël, etc. Et il est dit aux enfants des Lévites, j'ai donné la dîme en Israël. Puis on prélève ce qui reste, un 10e, ce qui est appelé la seconde dîme. Elle revient au propriétaire, on la consomme à Jérusalem. Et à ce sujet, il est dit, tu prélèveras la dîme et tu la consommeras devant l'Éternel ton Dieu à l'endroit qu'il aura choisi. C'est de cette manière-là que l'on prélève la première année de cycle de 7 ans, la seconde, la 4e et la 5e. Par contre, la 3e et la 6e année du cycle de 7 ans, après avoir prélevé la première dîme, on prélève du reste une autre dîme que l'on donne aux pauvres. Et cela est appelé la dîme du pauvre. Durant ces 2 années-là, il n'y a pas de seconde dîme. Mais celle-ci est remplacée par la dîme du pauvre. Et à ce sujet, il est dit, au bout de 3 ans, et tu sortiras toute la dîme de ta récolte cette année, et tu la déposeras à tes portes, et viendra le Lévi. Et il est dit, quand tu auras fini de prélever toute
tes dîmes. L'année de la Shemitah. Et tous les champs sont considérés comme sans propriétaire et aucune dîme ne s'y applique. Ni la première, ni la seconde, ni la dîme du pauvre. Et en dehors de la terre d'Israël où la loi de la Shemitah de la terre ne s'applique pas. On prélève en Égypte et la première dîme est la dîme du pauvre parce que ces terres sont proches de la terre d'Israël, afin que les pauvres puissent s'en remettre pendant la 7e année. Et c'est une loi transmise à Moïse sur le Sinaï qui veut que l'on prélève en terre d'eux et la dîme du pauvre la 7e année. Par contre, en Babylonie, on prélève la seconde dîme durant la 7e année, comme pour la majorité des années. La première dîme que le Lévite reçoit, il en prélève 1/10, qui donne au Cohen. Et cela est appelé la teruma de la dîme. Et à ce sujet, il est dit, et tu parleras au Lévite. Le propriétaire d'un champ, chez qui se présente des pauvres et qui a dans le champ de la dîme pour les pauvres, doit donner à chaque pauvre qui se présente une quantité de dîme suffisante pour le rassasier. Comme il est dit, et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. Quelle est la quantité suffisante pour rassasier? S'il donne du blé, il ne doit pas donner moins d'un demi-cave. Et s'il donne de l'orge, il ne doit pas donner moins d'un cave. Et s'il donne de l'épeautre, il ne doit pas donner moins d'un cave. Et s'il donne des figues sèches, il ne doit pas donner moins d'un cave. Et s'il donne de la pâte de date, il ne doit pas donner moins que le poids de 25 sélas. Et s'il donne du vin, il ne doit pas donner moins d'un demi-log. Et s'il donne de l'huile, il ne doit pas donner moins d'un révéite. Et s'il donne du riz, il donne le quart d'un cave. S'il lui donne des légumes, il doit lui donner le poids d'un litre, qui correspond au poids de 35 dinars. S'il donne des caroubes, il doit lui en donner 3 caves. S'il donne des noix, il doit en donner 10, des pêches 5, des grenades 2, du cédra 1. Et s'il lui donne d'autres fruits, il ne doit pas donner moins que la quantité suffisante pour qu'il puisse les vendre et acheter de la nourriture pour 2 repas. S'il a une petite quantité de dîmes pour les pauvres, et que les pauvres sont nombreux, il n'y a pas suffisamment pour donner à chacun de la nourriture selon la mesure. Il dépose la nourriture devant eux et ceux-ci partagent entre eux. La dîme des pauvres, qui est partagée dans la grange, ne peut pas être donnée par le propriétaire aux pauvres de son choix. Plutôt, les pauvres viennent et prennent ce qui leur est dû, contre son gré, du propriétaire. Et même un juif pauvre qui possède un champ, on lui prélève la dîme. Par contre, pour ce qui est partagé dans la maison, les propriétaires peuvent choisir le pauvre auquel ils donnent. Et on peut le donner aux pauvres de son choix. S'il a de la dîme dans la grange et qu'il désire la donner à un proche parent pauvre ou à l'une de ses connaissances, il peut lui en donner la moitié et partager l'autre moitié à tout pauvre qui se présente conformément à la mesure précédemment citée. Dans quel cas dit-on qu'il donne à chaque pauvre une quantité de récolte suffisante pour le rassasier dans le champ? Par contre, si la dîme se trouve à la maison, il la partage entre tous les pauvres, même kazarite par kazarite, car il n'est obligé de donner une quantité suffisante pour le rassasier, le pauvre, que dans le champ, car il n'a point où en obtenir comme il est dit. Et ils mangeront dans tes portes et ils seront rassasiés. Si un homme et une femme pauvres se présentent dans la maison, on donne en premier lieu à la femme et elle se retire, puis on l'en donne à l'homme. S'il a un père et un fils, un homme et son prochain, 2 frères ou 2 associés, dont l'un est un pauvre, l'un donne à l'autre la dîme due au pauvre de son champ. Si 2 pauvres reçoivent un champ en métayage, l'un prélève de sa partie la dîme due aux pauvres et la donne à son ami. Et de même, son ami prélève la dîme due aux pauvres de sa part et la lui donne. Celui qui reçoit un champ à moissonner n'a pas droit aux gerbes tombées, aux gerbes oubliées, au coin de récolte non moissonnée et à la dîme due aux pauvres. Quand cela s'applique-t-il? Lorsqu'il le reçoit pour prendre une part dans tout le champ par exemple. Si le propriétaire du champ lui donne un tiers ou un quart du champ en salaire. Par contre, si le propriétaire du champ lui dit « Seul un tiers de ce que tu moissonnes t'appartient » ou un quart de ce que tu moissonnes, il ne possède rien avant de moissonner. Or, au moment de la moisson, il est pauvre. Par conséquent, il a le droit aux gerbes tombées, aux gerbes oubliées, au coin, et n'a pas droit à la dîme due aux pauvres, car on ne prélève la dîme due aux pauvres qu'après la moisson. Or, il acquiert sa part qu'il a moissonné et n'a pas le droit de prendre la dîme due aux pauvres de ce qui lui appartient. Celui qui vend son champ, le terrain et les fruits, puis s'appauvrit a droit aux gerbes tombées, aux gerbes oubliées au coin et à la dîme due aux pauvres de celui-ci, le champ, et celui qui achète n'y a pas le droit au don dû aux pauvres, bien qu'il n'ait pas encore payé. Et même s'il emprunte la somme argent correspondant à la valeur du champ et achète le champ avec cet argent, il n'a pas le droit au don des pauvres. La dîme des pauvres. On ne l'utilise pas pour rembourser un emprunt et on ne l'utilise pas pour rendre un service, c'est-à-dire que si un ami lui a prêté de l'argent,
a maintenant besoin d'emprunter de l'argent, il ne doit pas lui donner sa dîme des pauvres. Mais on peut l'utiliser en tant que don à un pauvre sans attendre de servir en échange, et il faut l'informer qu'il s'agit de dîme des pauvres. On n'utilise pas pour acheter des prisonniers, ni comme Shubinout, on ne la donne pas à la collecte et on peut la donner à un érudit assigné aux besoins communautaires. On ne doit pas la sortir de la terre d'Israël, en dehors de la terre d'Israël, ainsi qu'il est dit. Et tu la laisseras dans tes portes. Et il est dit, ils mangeront dans tes portes et seront rassasiés. Sefer Zeraïm, loi relative aux dons pour les pauvres, chapitre 7. Il est un commandement positif de donner la charité aux juifs pauvres, selon la nécessité du pauvre. Si le donneur en a les moyens, ainsi qu'il est dit, ouvre-lui ta main. Et il est dit, soutiens l'étranger, le résident, et il vivra avec toi. Et il est dit, et ton frère vivra avec toi. Et celui qui voit un pauvre quémander et en détourne les yeux, et ne lui donne pas la charité, transgresse un commandement négatif, comme il est dit. Tu n'endurciras point ton cœur, tu ne fermeras ta main devant ton frère nécessiteux. On se doit de donner aux pauvres selon leurs besoins. Il n'y a pas de vêtements, on le vêtit. Et s'il n'y a pas d'ustensiles ménagers, on lui en achète. S'il n'est pas marié, on le marie. Si la personne concernée est une femme, on la marie à un homme. Même si cette personne qui est maintenant pauvre avait auparavant l'habitude de chevaucher un cheval et avait un esclave qui courait devant elle, est devenue pauvre et a perdu ses biens. On lui achète un cheval pour chevaucher un esclave pour courir devant elle, ainsi qu'il est dit, selon ses besoins, ce qui lui manque. On a l'obligation de combler ses besoins, mais non de l'enrichir plus qu'auparavant. Un orphelin que l'on marie à une femme, on lui loue au préalable une maison, on lui prépare un lit et ses ustensiles ménagers, puis on le marie. Si le pauvre se présente et demande ce don, il a besoin même que le donneur n'a pas de moyen de combler son besoin. Il lui donne selon ses moyens. Combien doit-il lui donner? 1/5 de ses biens. Ceci est la meilleure façon d'accomplir la mitzvah. Et le fait de donner 1/10 de ses biens est un comportement moyen. S'il donne moins, on considère qu'il a un mauvais œil. Mais il ne doit en aucun cas donner moins d'un tiers du cycle dans l'année. Et celui qui donne moins que cela n'accomplit pas la mitzvah. Et même un pauvre qui pourvoit ses besoins de la charité doit donner la charité à un autre pauvre. Un pauvre que l'on ne connaît pas et qui dit « Je suis affamé, donnez-moi à manger ». On ne s'informe pas s'il s'agit d'un imposteur, mais on pourvoit à ses besoins immédiatement. S'il est dénudé et qu'il dit « Vêtissez-moi ». On s'informe sur son identité, de crainte qu'il s'agisse d'un imposteur. Et si on le connaît, on le vêtit immédiatement conformément à son honneur et on ne s'informe pas. On substance et on vêtit les non-juifs pauvres avec les juifs pauvres pour que la paix règne dans la société. Et un pauvre qui quémande aux portes, on ne lui donne pas une grande somme d'argent, mais on lui donne une petite somme. Et il est défendu de renvoyer un pauvre qui quémande les mains vides, même si on ne lui donne qu'une figue sèche, comme il est dit. Que l'opprimé ne soit pas acculé de honte. Alors pour un pauvre qui ne fait que passer d'un endroit à un autre, on ne donne pas moins d'un pain vendu. Un podium lorsque la valeur monétaire est telle que 4 CA de blé sont vendus à 1 CELA. Et nous avons déjà expliqué toutes les mesures. Et s'il passe la nuit en ville, on lui donne un matelas pour dormir et un oreiller pour sa tête, ainsi que de l'huile et des légumineuses. S'il passe un Shabbat, on lui donne la nourriture nécessaire pour 3 repas, de l'huile, des légumineuses, du poisson et des légumes. Et si c'est une personne que l'on connaît, on lui donne le nécessaire conformément à son honneur. À sa dignité, quoi. Si un pauvre ne désire pas prendre la charité, on agit avec ruse. Et on lui donne une somme d'argent en cadeau ou on prête, et non en tant que charité. Et un riche qui se rend affamé et avare, de sorte qu'il ne se nourrit pas et ne boit pas, on n'y ferait pas l'intention. Celui qui refuse de donner la charité ou donne un peu selon ce qui lui convient. Le tribunal rabbinique l'oblige à payer et il lui administre makam atrout, jusqu'à ce qu'il donne ce qui est apte à donner. Les émissaires du tribunal, saisissent assez bien en sa présence, prenant ce dont il est redevable. Et on prend des gages pour de ceux qui refusent de donner la charité même la veille de Shabbat. Un homme philanthrope qui donne à la charité plus que ses moyens ou qui se met en difficulté et donne aux administrateurs de la caisse de la charité afin de ne pas avoir honte. Il est défendu de le réclamer et de le percevoir de la charité. Et si un administrateur de la charité l'humilie et lui demande de payer, il devra en donner compte ainsi qu'il est dit. Et je châtierai
tous ses oppresseurs. On ne fixe pas une somme que les orphelins doivent donner à la charité, même pour acheter des prisonniers, bien qu'ils soient très riches. Et c'est un juge fixe un montant qu'il doit payer à la charité pour leur donner une bonne renommée. Cela est permis. Les administrateurs de la caisse de la charité ne perçoivent pour la charité qu'une petite somme des femmes, des esclaves et des enfants, et non une grande somme, car on a la présomption qu'une grande somme en leur possession a été dérobée ou volée d'autres personnes. Et qu'est-ce qui est défini comme une petite somme les concernant? Tout dépend de la richesse du maître de maison. Un pauvre qui est un proche parent a priorité sur tous les hommes. Les pauvres de sa maison ont priorité sur les pauvres de sa ville. Les pauvres de sa ville ont priorité sur les pauvres d'une autre ville. Ainsi qu'il est dit à ton frère, aux pauvres, aux nécessiteux qui sera dans ton pays. Celui qui part faire du commerce et les habitants de la ville où s'y rend lui demande de payer une somme pour la charité et donne cette somme aux pauvres de la ville où se trouve présentement. Et si ce sont des nombreuses personnes, la majorité des habitants de la ville qui sont partis dans une autre ville et qu'ils, les habitants de cette dite ville, décident qu'ils doivent payer une somme d'argent pour la charité, ils payent la somme décidée et lorsqu'ils reviennent dans leur ville d'origine, ils amènent cette somme d'argent avec eux et nourrissent les pauvres de leur ville. Et s'il y a un érudit assigné aux besoins communautaires, ils remettent la somme à cet érudit et ce dernier partage la somme entre les pauvres comme il lui semble. Celui qui dit à des émissaires, donnez un dinar à la synagogue ou donnez un Sefer Torah à la synagogue. Il donne la somme ou l'objet mentionné à la synagogue qu'il fréquente régulièrement. Et s'il en fréquente deux, il donne aux deux la moitié de la somme pour chacune. Quant au Sefer Torah, il appartiendra aux deux synagogues. Celui qui dit à des émissaires, donnez 200 dinars aux pauvres. Il donne aux pauvres de cette ville où il réside. Amen. Donc, bonne semaine et relisez bien attentivement ce passage-là. Hein?